9h47 minutes, Christian Page, bonjour. Oh, ding, ding, ding. Oh! C'était pour t'annoncer. Ouais. Salut François. Bon, bonjour. On va parler du phare abandonné, ravitailleur du bureau des phares du Nord. Bureau des phares du Nord. Écoute, Ben oui, je te mets dans la Norton Lighthouse. Oui, voilà. Je te mets un peu dans le contexte. On est vraiment une île. C'est une île qui est pratiquement le bout du monde. Donc, je te situe un peu dans le contexte géographique. Tu as l'Écosse. Au nord de l'Écosse, il y a une très longue terre qui s'appelle les Hybrides, sur lesquelles se trouvent quelques petits villages. Et à une trentaine de kilomètres à l'est de cette Hybride, il y a l'archipel des Flanagan. Et là, oublie, François, les îles paradisiaques, là, avec la plage. Là. Quand je dis l'archipel des Flanagan, imagine-toi des rochers qui émergent de la mer comme des dents dans l'océan. Là. Donc, ce sont des rochers qui montent de plusieurs dizaines, vingtaines, trentaines de mètres et qui n'a aucun accès. Là. C'est vraiment un rocher qui sort de la mer. C'est quasi les dents de la mer. Voilà. Oh, oh! Et sur le plus gros, donc les îles Flanagan, c'est 4 ou 5 gros rochers qui émergent de la mer. Et sur le plus gros de ces rochers, qui s'appelle l'Ellinmore, on y a construit un phare. Et là, imagine-toi la situation. On est le 26 décembre 1900. Le navire ravitailleur l'Hespérus arrive à l'Ellinmore. Et ce qui frappe, parce qu'on doit faire la relève des gardiens, 3 gardiens assurent la permanence du phare, et lorsque le navire arrive en vue de l'Ellinmore, le phare est éteint. Oh. Alors on fait sonner la corne de brume, aucune manifestation, aucun homme n'apparaît sur le rocher. Alors on est inquiet, il va falloir plusieurs heures avant que le navire puisse accoster. Et là, l'un des hommes à bord, un d'ailleurs des gardiens qui devait faire l'une des relèves du phare, un certain Joseph Moore, saute sur le débarcadère, grimpe les 200 marches qui mènent au phare, et là constate que le phare est abandonné. Les hommes à l'intérieur n'ont aucun moyen de quitter l'île, si ce n'est par le navire ravitailleur. Okay. On fait le tour du phare, aucune marque de violence. Il manque 2 des cirés à l'entrée. Les portes ne sont pas verrouillées. Il y a un fauteuil renversé dans la cuisine, mais absolument rien d'autre. Alors, on fait le tour de l'endroit. Il faut que je te rappelle que c'est le phare et la seule construction de l'île. Il n'y a absolument rien d'autre sur ce rocher. On fait le tour du phare, on fait le tour de cette île qui finalement ne fait que quelques vingtaines, trentaines de mètres et on ne trouve rien. Pourtant, c'est assez gros, cette bebelle-là. Ouais, alors j'ai vu une photo de ça. Voilà. Donc, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, l'Hespérus va envoyer au bureau des phares du Nord un télégramme leur disant un drame s'est produit à l'Ellinmore. Les 3 gardiens ont disparu. Et en fouillant dans leurs archives, les gens du bureau du phare du Nord vont constater qu'un bateau qui était passé près du phare le 15 décembre précédent avait effectivement noté que le phare était éteint. Alors évidemment, on était loin de se douter qu'il y avait un drame. L'enquête du bureau des phares du Nord va conclure qu'il s'est probablement produit un accident. Imaginons par exemple que durant des forts vents, 2 des hommes auraient quitté le phare pour essayer d'aller solidifier une grue qui surplombe en fait la mer sur peut-être une hauteur d'à peu près 50 mètres, qui servait à décharger les bateaux ravitailleurs. Imagine-toi que 2 gardiens auraient été pour essayer de solidifier ou assurer la grue, auraient été emportés par un coup de vent. Leur compagnon, à l'intérieur du phare, aurait tenté de leur porter main forte, aurait perdu pied à son tour. Et comme je l'ai mentionné, il n'y a aucun moyen de reprendre pied sur l'île une fois que tu es tombé à la mer. Okay. C'est l'hypothèse que va préconiser le bureau des phares du Nord. Mais l'histoire va devenir, et c'est pour ça que notre chronique s'appelle Mythes et complots, et là, l'histoire va devenir un mythe à partir des années 60. C'était pas une tempête bizarre, ça, cette affaire-là? Il y avait des trucs un peu étranges, et c'est là que l'histoire arrive. Dans les années 60, un certain Vincent Gaddis va raconter qu'on aurait trouvé un journal de bord à l'intérieur du phare. Un journal sur lequel les chargés, les responsables, écrivaient des situations, mais qui étaient relativement professionnelles. Genre, aujourd'hui, il fait tant de degrés, il fait beau, pas beau, etc. Mais voilà que dans les derniers jours du phare, l'un des gardiens, dénommé MacArthur, aurait fait des entrées plutôt mystérieuses. Ouais. Il dit... Aujourd'hui, un vent de tempête a soufflé sur l'île, les vagues viennent se briser sur le phare et James Ducat semble
semble plutôt tranquille, alors que son compagnon est en train de prier. Et là, ils vont rajouter des éléments comme ça, le 12, le 13, la dernière entrée, 13 décembre. Une tempête a fait rage toute la nuit. Les vents sont passés à l'ouest vers le nord. Ducat est tranquille. MacArthur prie. Midi. Il y a une lumière grise. Moi, Ducat et MacArthur prions. Nous sommes à la merci de Dieu. D'étranges informations rapportées dans un journal de bord et qui laissent présager qu'il y avait peut-être un événement d'ordre mystique ou occulte qui était en train de prendre place dans le fort de Lillian-Moore. Quoi qu'il en soit, ces événements se sont déroulés, comme je l'ai mentionné. On constate que le phare est abandonné le 26 décembre 1900. On est aujourd'hui 118 ans presque jour pour jour après ces événements et l'affaire continue d'être rapportée dans la presse ou dans les ouvrages spécialisés sur les phénomènes paranormaux. Ça fait partie un peu de ces grandes légendes qu'on associe parfois au triangle des Bermudes, la disparition de l'équipage du Marie Céleste. Et aujourd'hui, le phare en question, il est entièrement automatisé depuis 1971. Et j'ai eu la chance, parce que c'est pas très éloigné, on est à peu près à 35 kilomètres des Hybrides. Okay. J'ai eu la chance de me rendre sur l'île. C'est très difficile d'accès parce que on n'entretient plus le débarcadère et les marches pour mener jusqu'au sommet. Mais quand tu arrives là, bon, il y a un hélipad qui se trouve là parce que une fois par année, on vient faire une surveillance des équipements. Mais quand tu arrives sur les surplombs où jadis se trouvaient les fameuses grues qui servaient au débarcadère à décharger les navires, tu te dis qu'effectivement, si les hommes sont tombés par-dessus, emportés par soit une vague scélérate ou un coup de vent, il n'y avait absolument aucune chance de survie. C'est parce qu'il y avait l'autre rumeur aussi, là, qu'il y en a un qui était viré fou, là, qui avait tué tout le monde. Là. Mais sauf qu'il a retrouvé tous les marteaux, tous les couteaux, toutes les haches, tout était en place. Pas de marque de violence non plus, parce que c'est sûr que si ces entrées, si ce journal existe réellement, s'il y a réellement eu ces entrées, effectivement, ça laisse présager un moral très instable de la part des gardiens. Est-ce que l'un d'entre eux serait devenu fou, aurait assassiné ses compagnons avant de se suicider? C'est possible. Mais ce journal-là, ils l'ont jamais retrouvé. En fait, ce journal-là, Vincent Gaddis, qui est d'ailleurs l'inventeur du triangle des Bermudes, l'évoque dans ses ouvrages. D'accord. Mais moi qui ai mené... Oui, d'accord. Écoute, François, on est ici dans une chronique qui s'appelle Mythes et complots. Tu vas sentir ton scepticisme. Mais moi, je suis allé là-bas au bureau des Phares du Nord quand j'ai mené une enquête et il n'y a pas ça dans les archives. Okay. Dans les archives, on a les transcriptions des communications, le télégramme envoyé par les Spirus, le rapport d'enquête qui était fait par le superintendant du bureau, dénommé le journal le journal du phare, s'il a existé, il n'est plus là. Alors, d'où Vincent Gaddis tient-il ces informations, ces entrées mystérieuses? Ça reste aussi énigmatique que bien de ces histoires associées au triangle des Bermudes. Oui, effectivement. Mais tu sais, le triangle, c'est pour ça que je suis sceptique, là, parce que le triangle des Bermudes, on voyage, ceux qui vont dans le sud, ils le savent, on voyage dans le triangle des Bermudes de façon régulière. En fait, il n'est jamais rien arrivé. Voilà, c'est la zone océanique où il y a le plus de navigation maritime, parce que tous les navires qui arrivent d'Europe et qui doivent aller livrer de la marchandise sur la côte ouest américaine doivent obligatoirement passer par le canal de Panama. Donc, ça devient un peu un entonnoir où tous les navires marchands vont s'engouffrer. Mais on sait que la marine marchande, en grande partie, est assurée par la Lloyd's de Londres. Et d'après la Lloyd's, au prorata, il n'y a pas plus d'accidents dans la marine marchande dans cette région-là du monde que partout ailleurs. Puis il faut quand même se rappeler que c'est une zone qui est très changeante au niveau de la météo. Chaque année, on parle des ouragans, par exemple. Et où se forment-ils? Ils se forment dans ce fameux triangle des Bermudes. Moi, je me rappelle, encore une fois, il y a quelques années, je menais une enquête pour une série télé sur le triangle des Bermudes. J'avais rencontré des gardes-côtes qui, pour eux, c'est leur terrain de travail. Ils sont tous les jours dans le triangle des Bermudes. Et l'un d'entre eux m'avait dit, tu sais, des disparitions mystérieuses ou des disparitions inexplicables, il n'y en a pas. Il n'y a que des disparitions mal documentées. Donc, c'est vrai que tu retrouves un navire abandonné, ça peut paraître très mystérieux, mais est-ce que les gens qui étaient à bord ont décidé d'aller faire de la plongée? Ont-ils été victimes d'un accident? Ont-ils été attaqués par un requin? Tu trouves un navire abandonné.
alors là, c'est la porte ouverte à l'imagination. Et c'est un peu notre histoire de notre phare abandonné 118 ans plus tard. On continue de se questionner quel a été le sort de ces 3 gardiens. Et d'ailleurs, en 2019, on nous annonce un film, The Keepers, qui va reprendre un peu l'histoire de cette disparition au phare. Et j'ai l'impression qu'on va bien sûr favoriser le scénario le plus spectaculaire, celui de ce gardien devenu fou qui assassine ses compagnons. Mais ça, j'aime ça, ce genre de film-là. Même si... C'est divertissant. C'est divertissant. Non, absolument, absolument. Ben, merci beaucoup encore une fois. C'est toujours captivant, Christian Page.